D'accord, bon bah, allons-y, hein. Merci d'être tous là ce soir. Donc c'est notre seconde, table ronde pour la Fédération française Jardin, Nature et Santé et je suis Isabelle Bouc, je suis la présidente actuelle de la fédération. Je vais peut-être vous dire quelques mots sur la fédération puisque tout le monde n'est peut-être pas, ne la connaît pas, complètement et puis ensuite je présenterai nos 4 invités que je remercie, sincèrement d'être avec nous, ce soir. Je les présenterai un petit peu. Donc, ben voilà, on commence à tous prendre l'habitude depuis un an de ces événements, de ces rassemblements virtuels et je pense qu'ils ont du bon. Donc, c'est peut-être pas aussi convivial, mais au moins on peut être là tous ensemble ce soir. Alors, vous êtes un peu partout en France et au Canada, donc, puisque nous avons Janine qui est là ce soir. Donc, voilà, Bravo. la neige non plus ne nous a pas arrêtés malgré tout, donc c'est une bonne chose. Donc le petit rappel, c'est de fermer, les micros pour pas qu'il y ait d'écho qui se fasse. Donc une autre précision, mais on vient de le dire, c'est qu'on enregistre, cet événement et puis on le diffusera, en replay en quelque sorte pour ceux qui ne peuvent pas être là ce soir. Alors pour présenter rapidement la Fédération française, Jardin, Nature et Santé, notre mission est de faire, mieux connaître et de faire reconnaître le rôle de la nature dans la santé, dans le bien-être, à la fois des personnes, malades et fragilisées, mais aussi des personnes bien portantes à titre préventif et donc de faire mieux connaître, ces médiations. Nous fédérons surtout donc des professionnels de différents, milieux, des professionnels du milieu de la santé, médecins, psychiatres, psychologues, infirmiers, cadres de santé, kinés, également du monde du végétal, hein, des paysagistes, des responsables d'espaces verts, des jardiniers, et puis aussi d'autres mondes comme des formateurs, des éducateurs. Nous avons quelques orthithérapeutes parmi nous qui ont été diplômés notamment aux États-Unis ou en Autriche, et puis un historien des jardins, enfin voilà, tout un tas de gens qui s'intéressent à ces médiations. Également quelques associations, dont l'association Jardin et Santé, qui depuis 10 ans aide à financer des jardins thérapeutiques dans des lieux de santé, qui nous ont également rejoints. Depuis notre création en 2018, on a pas mal organisé d'événements ou participé à des événements, fait quelques écrits, notamment dernièrement une fiche pour la Fondation Médéric Alzheimer expliquant l'intérêt et les spécificités des jardins de soins pour les personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou apparentées. Donc un certain nombre de personnes se tournent vers nous pour notre expertise. Nous avons aussi un site qui est de plus en plus riche, qui offre aux abonnés, enfin aux adhérents certains contenus spécifiques, mais aussi à tout un chacun qui se connecte pas mal d'informations, notamment au sujet des études, donc une bibliographie de plus en plus fournie, des informations sur les formations existantes en France. Et là, on voit que cette année, il y en a plusieurs qui arrivent très intéressantes. Donc voilà, nous faisons l'écho de tout ça sur le site. Donc c'est vraiment un site qu'on vous encourage à aller visiter pour trouver pas mal d'informations. Et puis aussi cette année, peut-être l'effet marquant ou l'année dernière, c'est qu'on a créé deux délégations locales, une à Lyon et une à Saint-Étienne. Et puis en gestation en ce moment, une à Nantes et dans deux autres régions que je ne nommerai pas, mais voilà, qui sont aussi en réflexion. Et l'autre chose que je voudrais dire aussi, c'est que malgré la crise sanitaire, nos membres ont repris leurs activités, que ce soit avec des enfants malades à l'hôpital ou des seniors en maison de retraite, par exemple. Les activités ont bien repris, voilà, malgré tout, avec les conditions actuelles et dans le respect des gestes barrières. Donc, ça ne nous a pas arrêtés. Donc voilà, je vais présenter très rapidement les quatre invités. Donc d'abord, on va entendre Emmanuelle Luton, qui est cofondatrice du Jardin de Vezen, qui se trouve dans le Loiret, près d'Orléans. Elle l'a créé avec deux partenaires, Bastien qui, alors Emmanuelle est travailleuse sociale hein, de métier. Elle l'a créé avec un partenaire qui est Bastien, qui est éducateur spécialisé, et Céline qui est à la fois infirmière et psychologue, donc une équipe très pluridisciplinaire. Et elle nous expliquera bien sûr ce que fait le Jardin de Vezen en tant que jardin éducatif et thérapeutique hors des murs, qu'elle décrit parfois donc comme un lieu de ressources, un lieu où la respiration est possible,
une pause dans l'univers des collectivités et des institutions. Et puis nos 3 autres invités, eux, travaillent tous au centre hospitalier Théophile Roussel à Montesson, dans les Yvelines. Et je précise d'ailleurs que cet hôpital est un peu le berceau et le siège de la Fédération française Jardin Nature et Santé, puisque c'est là que nous avons créé nos premières réunions et que nous nous rencontrons toujours en AG. Donc, merci à eux, merci au directeur général, il devait être là, s'il nous écoute, parce que nous sommes reconnaissants de cet accueil. Et Didier Ziegler, donc en tant que l'initiateur de toutes ces médiations nature à l'hôpital, a toujours ouvert ses portes. Il est actuellement le vice-président de la fédération et ce sera le premier intervenant de ce trinôme. Ensuite, on entendra Jérôme Roussel, qui est jardinier médiateur et qui donc anime ces jardins et ces ateliers et qui nous racontera son quotidien avec les équipes et les patients. Et puis enfin, docteur Karina Corvès, qui en tant que psychiatre, praticien hospitalier et responsable du pôle de psychiatrie générale à Théophile Roussel, nous racontera sa vision de la place du jardin et de la nature dans les soins. Donc là, j'ai passé la parole à Hervé Bertrix, qui est responsable du centre de formation à Chaumont-sur-Loire, qui va animer, poser les questions à Emmanuel Luton. Merci Isabelle. Bonsoir à tout le monde. Tout le monde m'entend? Super. Emmanuel aussi, bonsoir. Moi, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. On se connaît un petit peu, on est dans la même région. Et puis, tu as aussi participé d'ailleurs à 2 formations à Chaumont en 2018. Et tu avais déjà en tête ce projet de concevoir ce jardin hors les murs. Donc, première question, peux-tu nous raconter comment est né le jardin de Vezen et puis nous décrire aussi ce projet? Alors, le jardin de Vezen, il est né de plusieurs constats. Moi, je suis une ancienne chef de service d'IME et on nous a demandé de plus en plus de travailler, d'externaliser nos activités, c'est-à-dire de sortir des institutions et d'aller proposer à des personnes en situation de handicap, en l'occurrence, des activités. Le deuxième constat, c'est que, c'est là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord, c'est les bienfaits du contact de la nature sur l'homme. Et quand on a cherché des lieux qui pouvaient réunir les deux hors les murs des institutions, on s'est confronté à une absence de ces lieux. Ce qui pouvait s'en rapprocher le plus, c'était des fermes pédagogiques, mais qui étaient vraiment orientées sur l'animal et pas toujours adaptées à un public, comme on avait à l'époque. Donc, voilà, c'est cette absence-là qui nous a poussé à nous dire qu'il faudrait créer un jardin extérieur aux institutions. Et puis après, le beau thérapeutique s'est greffé, éducatif, thérapeutique. Et puis là, on a mis en marche un peu les écrits, les recherches. Et puis, on a atterri sur le site de Chaumont, l'ortithérapie, etc. C'est un peu la genèse de ce jardin. D'accord. Et après plus de, je crois que c'est à peu près 1 an et demi, hein, grosso modo, quoi. Explique-nous ce qui se passe actuellement au Jardin de Vezen, au niveau du public que tu accueilles, des institutions, des activités que tu pratiques. Alors, ouais, nous, on a ouvert en avril 2018, je ne me trompe plus d'année. Et on accueille un public très, très large. On travaille avec une douzaine d'institutions de manière régulière. Voilà, soit sur des rythmes d'1 fois par semaine, soit sur 2 fois par mois. Ça dépend un projet qu'on peut mettre en place avec les structures. On travaille avec alors je vais utiliser plein d'anagrammes, je vais essayer d'être claire. On travaille avec des MEX, des maisons d'enfants à caractère social, on travaille avec des CMP, des centres médico-psychologiques, on travaille avec des EHPAD, bien sûr. On travaille majoritairement avec un public en situation de handicap, MAS, donc maison d'accueil spécialisée, femmes, foyer d'accueil médicalisé, avec qui on met en place des projets en lien avec le jardin. Bien. Voilà. Aujourd'hui, quels sont actuellement les plus grands défis que tu rencontres? Il y a toujours un écart entre… Hein. Comment? Quels sont les plus grands défis que tu rencontres? Et Oui. je précise de tout ordre, hein, ça peut être même des défis financiers, etc.
Non, le plus grand défi finalement, il y a toujours un écart entre ce qu'on avait projeté et puis beh, la réalité. L'écart qui est qui représente à nos yeux le plus grand défi, c'est vraiment de créer du lien avec l'institution, parce qu'on reste quand même extérieur à l'institution et malgré tout, pour que l'activité au jardin, elle prenne tout son sens, et qu'elle soit pertinente en termes d'observation éducative ou thérapeutique, il faut bien sûr du lien avec les équipes en interne. Et on a quand même certaines structures euh, voilà, qui prennent ça comme une activité, ils vont prendre l'air, quoi. Alors oui, c'est bien, mais pas que. On peut aller plus loin et pour ça, par contre, il faut mobiliser une équipe en interne, une équipe pluridisciplinaire d'ailleurs. Et on arrive à le faire avec certaines structures où on met en place vraiment des grilles d'évaluation, on met en place des observations régulières, formalisées, structurées, euh, mais on va dire que c'est quand même pas la majorité des structures. Donc ça représente pour nous un gros défi par rapport à ce qu'on avait projeté au départ. Voilà, ça c'est important. Et puis il y a un défi financier, bien sûr. On est une association. Il faut répondre à des appels à projets pour permettre de se développer, voilà, de continuer à faire des aménagements et à améliorer nos ressources qu'on a au jardin. Voilà. Bah, je ne sais pas si c'est une question qui est impertinente, mais est-ce qu'on en vit actuellement? Alors, moi, je suis à l'origine de la création du Jardin de Vezen. Maintenant, je suis sortie du bureau, je suis intervenante extérieure avec un statut d'auto-entrepreneur. Je travaille donc pour le Jardin de Vezen, mais également pour d'autres structures en interne directement qui ne passent pas par le jardin ici. Et oui, on en vit. Moi, globalement, si je lis sur l'année, j'ai un peu plus de 30 ateliers par mois. Mhm. Donc, on en vit. Très bien. Par contre, il ne faut pas compter, il ne faut pas ramener au taux horaire, hein, si je veux être très précise. Sinon, alors après, bon, nous, moi, je suis issue du social, du médico-social. De base, ce n'est pas des salaires de ministre, hein. Donc, si on prend cette base, ça va. OK. Et puis le pendant par rapport aux grands défis, quels sont actuellement, décris-nous un petit peu les grands succès de ton projet actuellement alors? Comment tu les vois? On est content parce que, alors, il y a un succès peut-être plutôt par rapport aux institutions, on va dire, financières. On a remporté des appels à projets alors qu'on était une toute jeune association. Et on nous a fait confiance. Donc là-dessus, on a pu vraiment débloquer des fonds pour avancer, que ce soit en termes d'investissement ou en termes de fonctionnement. Donc ça, on était très contents qu'on nous ait fait confiance alors qu'on avait vraiment on était tout petit encore, quoi, tout jeune en termes d'existence. Et puis ben, on est content parce que les structures avec lesquelles on a réussi à travailler dès 2018, on continue à travailler avec elles, c'est-à-dire que les contrats sont renouvelés. Souvent, les rythmes sont plus fréquents et puis on commence vraiment à, à faire des projets, on va dire, ici au jardin et puis aussi en interne. Donc, on arrive à créer une forme de lien comme ça qui est intéressante dans la vie institutionnelle des établissements. Donc, voilà, ça, c'est une réussite. On est content. Aujourd'hui, en 2018, on a fait de la com, on a pris les téléphones, on a présenté un projet, on a expliqué ce que c'était qu'un jardin de soins ou dit thérapeutique à des établissements qui nous accueillaient un peu en disant oui, bah, si on veut visiter un jardin, on va au parc machin, etc. Donc, il a fallu faire peu un travail pédagogique pour expliquer en fait ce qu'on faisait, hein. C'est-à-dire que moi, je ne fabrique pas des tisanes magiques, je ne suis pas une experte en jardinage, non, nous, on fait vraiment de la médiation végétale en fonction d'un projet avec des objectifs préalablement définis. Donc là, il y a eu tout un travail avec les structures qui a été fait en 2018. Et aujourd'hui, ce travail n'est plus à faire. On est complet jusqu'à fin juin. Je ne prends plus mon téléphone pour chercher des prospects si je veux parler. Non. Donc ça, c'est plutôt positif. Très bien. Je sais pas, Isabelle, si tu veux reprendre la main ou si les gens ont des questions, je ne sais pas. Oui, j'avais oublié de noter hein, que France va euh, lire vos questions. Il y en a quelques-unes qui se sont affichées. Moi, peut-être une première question que j'avais, c'était comment avez-vous réagi à la Covid et comment les choses ont pu se remettre en place malgré les conditions actuelles? Bah, je crois que nous, on a vraiment vécu les choses en deux temps. Il y a eu le premier confinement où tout s'est arrêté, hein, tout a été paralysé, mais on l'a vu dans toutes les dimensions, où là, ben, tous les ateliers hein, s'annulent au fur et à mesure.
Donc, au début, on est un petit peu inquiet. Et puis après, on profite de ce temps-là pour faire plein de choses au jardin et pour améliorer, pour faire des travaux, etc. Le deuxième confinement, je dirais qu'il y a quand même une majorité de structures qui avait évalué un peu les conséquences de cette fermeture brutale et absolue des sorties et des activités. Et globalement, il n'y a qu'une ou deux structures qui a refermé ses portes complètement. Après, il a fallu s'adapter au protocole. Souvent, le confinement fait qu'ils ne pouvaient plus se déplacer au jardin, donc c'est plutôt moi qui me déplaçais sur site. Donc, il a fallu s'adapter. On a perdu un peu on va dire, d'intérêt dans la sortie d'eux, hein, parce que nous, on pense que c'est très important le fait de sortir de l'institution, de prendre un véhicule, de se préparer. On a un rendez-vous, on sort, on va vers quelque chose. Déjà, symboliquement, c'est important. Là, il n'y avait plus ça. On restait vraiment dans les murs. Mais pour autant, on a essayé, et ça, vraiment, ça a été fait sur la majorité des équipes, de, de favoriser le maintien, quoi. Alors, on a réduit les groupes, on les a divisés, les 2 heures d'atelier, on les a divisés. Ça a été beaucoup, beaucoup d'aménagements, mais en tout cas, ça a été maintenu sur le deuxième confinement. Alors, justement, il y aurait une question à propos de… Enfin, il y a plusieurs questions qui tournent autour du nombre d'ateliers faits par mois, mais ça, vous aviez déjà répondu qu'il y en avait une trentaine par mois. Et donc, ce serait plutôt au niveau de l'organisation, finalement, combien d'établissements sur ces 30 ateliers? Et donc, ça résumerait un peu la question aussi, finalement, combien d'ateliers par mois pour un même établissement et combien de patients pris en charge? Alors, Et à quelle fréquence? et à quelle je travaille avec 3 structures qui viennent toutes les semaines. Donc, le même groupe vient au jardin toutes les semaines. Donc, une fois par semaine, le Une fois même par groupe. semaine. Et puis après, c'est une fois tous les 15 jours. J'ai des structures aussi qui viennent qu'une fois par mois. Dans ce cas-là, évidemment, on ne travaille pas les mêmes choses. Mais globalement, c'est ça, c'est une trentaine d'ateliers par mois et puis ça monte à 38, 39. Après, ça devient compliqué de faire rentrer tout ça. J'ai entre 2 et 8, 8 personnes, ça dépend du public. Ça dépend aussi des objectifs, encore une fois, et ça, c'est primordial dans chaque accompagnement avec les groupes. On se réunit d'abord avec les équipes qui mettent le projet en place pour bien définir les objectifs, ce qu'on va y travailler, comment on va essayer, on va tenter de les mesurer. Et qui pose les indications dans ces établissements? Les objectifs, alors, en règle générale, c'est le porteur du projet, c'est celui qui met en place l'activité. On travaille avec les éducateurs, les psychomoteurs, motriciennes, beaucoup, les psychologues parfois. Est-ce que vous êtes amené à beaucoup… enfin, est-ce qu'il y a de longs déplacements? Est-ce que les structures sont très proches du jardin? Alors, nous, on est vraiment à la moite-moite entre Orléans et Blois. Donc, on a des structures qui peuvent faire jusqu'à 45 minutes de route pour venir ici. Voilà, assez régulièrement. Voilà, bah écoutez, on a fait, je pense… Il y avait une question sur est-ce que l'accompagnant se forme à l'ortithérapie grâce à vous, finalement, enfin, grâce à cette activité avec toi. Je sais pas, je sais pas si je peux répondre à cette question. On va dire que souvent les personnes, l'équipe qui accompagne, qui souvent adopte une distance par rapport à ce que moi je peux mettre en place. Encore une fois, ça dépend du professionnel, de sa formation, de son investissement, de sa motivation, de l'organisation. Ça dépend de plein de choses. Mmh. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on constate très souvent. C'est qu'en fait, on accompagne les patients sur le lieu et parfois, on voit donc des accompagnants ou des soignants qui se mettent en retrait par rapport à l'intervenant. Et ça, c'est bien dommage. C'est parce que c'est mal compris, quoi. C'est ça, parfois ils se mettent en retrait parce que bon, après, clairement, des fois, c'est des pauses aussi, hein, et nous, on a revendiqué ça quand on a créé le Jardin de Vezel. C'était aussi une façon de permettre aux équipes qui sont dans la bulle voilà, institutionnelle
sur des éduques qui font toute une journée complète avec les repas dans le bruit, dans un univers de l'inertie institutionnelle, etc. Enfin, tout ce qui va être relevé des modalités de la collectivité. Et j'ai pas mal d'éduques qui me disent ah, c'est cool, on va être au calme pendant 2 heures, ça fait du bien. Moi, c'est aussi mon parti pris de leur dire ok, il n'y a pas de souci, moi je prends en charge le groupe, vous êtes là en observateur, l'idée c'est pas d'aller boire des cafés et fumer des cigarettes, hein. C'est quand même d'être là, d'observer, de participer, même si on n'est plus dans retraite. L'idée étant que quand elles repartent sur site, elles soient aussi voilà, régénérées. Donc, à partir de là, c'est aussi, on va dire, un plus pour les équipes. Alors, il y a une question technique qui est beaucoup plus terre à terre, mais très précise. C'est comment facturez-vous et à quel prix moyen? Ah, ça intéresse beaucoup de monde. Alors, ça tombe bien, je n'ai pas de problème à me parler d'argent. Alors, je facture 75 € la demi-journée. J'entends demi-journée parce que, en gros, un atelier ici, ça va durer entre 1 heure et 2 heures. Toujours pareil, en fonction du public accueilli, en fonction du moment, parce qu'il y a des fois, ça dure plus longtemps parce qu'on est bien, il se passe des choses. Puis d'autres fois, les personnes ne sont pas disponibles, etc. Moi, l'après-midi est bouclé. C'est 75 € la demi-journée. Voilà. C'était un prix d'appel. Alors, il y en a beaucoup de gens qui m'ont dit, oh là là, mais c'est pas. Alors, c'est marrant parce que au début, on m'a dit, ouais, c'est cher pour visiter un jardin. Ben, c'est bien, mais on ne va pas faire que via la visite. Maintenant, j'ai des structures qui me disent, finalement, tu n'es pas si cher par rapport à de la médiation animale. C'est là où ils font la comparaison financière. Nous, c'était un prix d'appel, c'était un nouveau projet. J'avais beaucoup de mal à trouver des comparatifs quand on l'a écrit, quand j'ai appelé des gens en disant, mais combien que vous facturez, etc. Ça existait très peu en 2018. Donc, on est parti sur un prix d'appel qui nous permet aujourd'hui d'avoir des structures avec lesquelles on peut travailler. Voilà. Et alors, lequel terrain? On a compris, c'est les jardins de Vézel, mais est-ce que ce terrain, qui est le propriétaire? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous louez à quelqu'un? Comment ça se passe? Non, moi, c'était un terrain au départ privé qu'on a mis à disposition de l'association. Donc, Voilà. il est mis à disposition gratuitement. Oui, il est mis à disposition gratuitement par convention. Voilà. Après, il est certain que, et ça a été une condition de fait dès le départ, hein, le foncier, on n'aurait pas eu de terrain. Financièrement, ça aurait été très compliqué de recueillir des fonds pour acheter ou pour louer un terrain adapté. D'autant plus qu'au Jardin de Vezen, il y a une mini-ferme et qu'il faut vivre sur site pour pouvoir entretenir et le soir et le week-end. Quelle est la superficie du jardin? Alors, le terrain mis à disposition, il faut à peu près 4000 mètres carrés. Et vous l'occupez entièrement? C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il est aménagé entièrement. Je veux dire, alors, il est découpé par zone. J'avais envoyé une esquisse que Florence Gottigneux avait fait à Romane. Je ne sais pas si elle peut la passer. Mais du coup, il est découpé par zone, c'est-à-dire qu'il y a un grand jardin potager fait sur butte. Et puis, là, voilà, donc là, il y a la mare que vous voyez avec le ponton sur votre écran qui a été monté cette année, l'année dernière, 2020. Voilà, c'est ça. Merci Romane. Ça, c'est l'esquisse que Florence avait pu faire donc après mon passage à Chaumont. Et donc là, il y a la partie où il y a la mare. À droite de la mare, il y a vraiment ce qu'on appelle le jardin aménagé, qui nous permet d'avoir des bacs à hauteur et puis des cheminements. Et à droite, là où on ne voit pas sur l'esquisse, il y a toute la partie potagère, où il y a le potager, les buttes, etc. Et puis au fond, c'est la ferme, la mini-ferme. Voilà, c'est plutôt un petit jardin qui est assez contenant. Et au regard du public qu'on a, c'est plutôt bien. Alors, comment s'articulent les activités entre les différentes structures qui viennent jardiner? Est-ce qu'il y en a plusieurs en même temps? Est-ce que chacune a tour de rôle? Jardine-t-elle sur les mêmes surfaces ou chacune a sa parcelle? Alors, ça ne s'articule pas tellement, pas assez en tout cas à ce jour. Je travaille avec un public qui est fortement handicapé, en situation
de handicap importante. Et du coup, toute la partie, et ça fait partie un peu des réajustements entre le projet écrit, ce qu'on avait envie de faire et puis la réalité, c'est que sur la partie potagère, que donc, vous n'avez pas vu sur l'esquisse, mais là où on est sur vraiment en but en permaculture, etc., finalement, j'ai très peu de groupes qui peuvent y aller. C'est-à-dire que au niveau physique, c'est pas possible. On travaille beaucoup sur bac, sur pot, etc. Donc, du coup, ça ne s'articule pas vraiment. On a mis en place et on a voulu mettre en place avec 2-3 structures voilà, des choses un peu mutualisées, mais après, il y a la Covid qui est arrivée et tout ça a été un peu remis à plus tard. Oui, justement, ça serait intéressant peut-être là pour le public qui nous écoute que vous précisiez un peu les pathologies que vous prenez en charge, parce que généralement dans les IME, c'est quand même en effet du handicap très lourd et souvent même du polyhandicap. Et c'est évident qu'un polyhandicapé, il ne peut pas jardiner vraiment, hein. Voilà, Donc, moi, est-ce que je vous travaille pouvez avec, peut-être préciser ça? oui, Parce que je ne sais pas je si tout le travaille monde avec des mesure structures, on est à sur du quel point voilà, c'est à quel point le polyhandicap entrave totalement la possibilité du jardinage. Oui, je travaille avec des structures où on est vraiment sur ce type de population, c'est-à-dire du polyhandicap. Et effectivement, on est très très loin de pouvoir ne serait-ce que se baisser. Voilà, on est très, très restreint. On travaille aussi la contemplation, on travaille beaucoup la stimulation sensorielle au travers d'autres choses, plutôt que le jardinage comme on peut se le représenter, à mettre une graine dans le sol, etc. Euh, donc, euh, donc voilà, après, je travaille aussi beaucoup avec les personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Là, c'est pareil, on avance tout petit par tout petit. On n'est pas encore à bêcher le jardin ou aller. Voilà, ça va très très doucement sur certaines populations. Et puis quand on travaille en MEX ou en CMP, ça va beaucoup plus vite. Les enfants, ils n'ont pas de problème moteur. Donc là, on va au jardin et puis on partage des zones. Pour l'instant, il y a suffisamment de zones pour que chaque structure puisse l'investir comme elle le souhaite. Et puis parfois, on croise, mais pas encore suffisamment. Est-ce que vous avez réussi à mettre aux normes, est-ce que ce jardin, vous avez des toilettes? Enfin, c'est une question qui est posée. Est-ce que vous avez dû mettre aux normes, évidemment, pour la réception du public Oui, on a des toilettes sèches qui sont aux normes de hauteur pour personnes en situation de handicap. Les cheminements aussi ont été mis aux normes avec le respect des pourcentages de pente, etc. Après, on n'est pas soumis aux normes de RP parce qu'on n'a pas de bâtiment en dur. Et c'était aussi un souhait de notre part parce que sinon l'investissement financier ne représentait pas du tout la même chose. Et la serre qu'on a construite n'est pas considérée comme un bâtiment en dur et donc elle est exemptée des normes SSI et autres. Très bien. Bon, Isabelle, je ne sais pas si on a encore du temps pour des On va questions. peut-être une dernière question avant de passer à notre groupe de deuxième Donc, il y avait une question qui demandait, mais ça peut peut-être demander du temps au niveau de la réponse, de développer quel genre d'activité sensorielle vous proposez. C'est très, très large. C'est très, très Oui. large. Ça dépend vraiment du groupe et plus particulièrement des individus parce qu'on va venir chercher vraiment les centres d'intérêt et l'appétence de chacun et on n'a pas tous la même sensibilité par rapport à nos sens. Et donc, en fonction de ça, c'est de l'observation de la personne et on va proposer des choses qui vont venir stimuler. Et puis après, on apprend et on découvre aussi. Peut-être ça va vous donner une idée. Et on venait d'ouvrir, hein, on a ouvert en avril 2018 et à l'été 2018, donc j'ai reçu un groupe d'enfants d'IME polyhandicapés lourds. Et je vous avoue que on est un peu embêtés hein, parce que même boire la tisane, c'était pas possible, ils étaient sondés, etc. Donc on se dit mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ça va être long. Et en fait, pas du tout. Parce que le moindre bruit du vent vient les stimuler. J'ai une jeune qui était en fauteuil coquille pendant voilà, toute la séance et même toute une partie de la journée. Et j'ai pas réussi à entrer en relation avec elle. Et j'ai demandé à l'étude, je dis, mais est-ce que ça s'est bien passé pour cette jeune? Et elle me dit, mais oui, parce qu'en fait, cette jeune, elle est restée bloquée sur la canisse au-dessus de la pergola. Donc, et en fait, cette alternance d'ombre et de lumière
qui balayait comme ça avec le soleil, l'a stimulée visuellement suffisamment pour elle, en tout cas ce jour-là. Et donc là, effectivement, on n'est pas dans la proaction du jardin, on est très très loin du ratissage, mais on est dans de la contemplation, on est dans des toutes petites choses, et je crois que c'est là aussi où il faut travailler, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé d'attendre un rendu ou une production de quelque chose. Des fois, il y a de la contemplation, il suffit par contre de pouvoir observer la personne et de la mettre dans une situation favorable à ça. Merci. Merci Ce Hervé. qui est Merci. certain, c'est que Oui. ça nécessite quand même aussi une formation sur la prise en charge du polyhandicap. Bien sûr. Alors, ça nécessite, oui, bien sûr, une connaissance du monde du handicap et a fortiori assez large. Après, souvent, ce que je dis, j'apprends tous les jours. Enfin, moi, je travaille depuis 12 ans ou 13 ans dans le secteur du social et du médico-social. Et on en apprend tous les jours et encore. Et je crois qu'il y a à chaque personne, à chaque nouvelle personne, on se réinterroge sur ce qu'on va pouvoir lui apporter, comment et ce qu'on vient faire, quoi. Merci Emmanuel. Merci Hervé, merci Emmanuel, merci pour ce Merci. retour sur 1 an et demi d'expérience dans ce projet qui a bien démarré, je pense. Merci. Du coup, ben voilà, pour ceux qui n'ont pas peut-être eu de réponse à leurs questions, il y aura peut-être un moment après où vous pourrez encore poser quelques questions. Mais voilà, on va passer au centre hospitalier Théophile Roussel maintenant. D'abord avec Didier. Donc chacun va intervenir à peu près 10 minutes. Et puis pareil, il y a un temps de questions à la fin. Donc Didier, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Voilà, donc je vais te poser la première question qui est à quand remonte la création d'une activité d'orthithérapie au centre hospitalier Théophile Roussel? D'accord. Bon, bonjour. Pour moi, ce petit exposé, c'est aussi un moment de partage par rapport à mon métier de directeur des soins et aussi par ma passion dans tout ce qui est la nature, les plantes, la faune. Donc, c'est aussi un travail et une passion pour moi. Donc, à quand remonte la création de l'activité d'orthithérapie? Déjà, le centre hospitalier Théophile Roussel a été créé en 1895. Il y avait déjà une prédisposition pour tout ce qui était nature et horticulture. En 1895, l'architecte donc Poussin, qui a créé la prison de Fresnes et en même temps la maison d'éducation colonie pénitentiaire de Montesson, avait pour projet que la nature ferait partie intégrante du projet de construction architecturale de cette maison d'éducation. Donc, il y a eu la construction de 2 serres de multiplication, des grandes serres hollandaises pour la culture du houblon et de la vigne pour raisin de table, et une petite ferme avec des dépendances et 3500 arbres fruitiers sur 32 hectares. Et Félix Faure, quand il a inauguré donc, cette colonie pénitentiaire, il est arrivé avec un bouquet de verveine pour inaugurer la maison d'éducation. Donc cette maison d'éducation a été aussi une maison qui a voulu innover et moderniser la psychiatrie et en y remplaçant les surveillants par des instituteurs. Et tous les instituteurs qui enseignaient dans cette école étaient issus de l'école du paysage de Versailles, de l'école Le Nôtre de Villepreux, de Saint-Mandé. Ils avaient tous comme formation ingénieur agronome, greffeur et arboriculteur. Et après, cet établissement a formé donc 162 jardiniers pour la ville de Paris et les châteaux de la Loire, où on y enseigne la culture potagère, l'arboriculture, la floriculture et le greffage. Donc après ce petit passage historique de cet hôpital, donc, qui était une maison d'éducation pénitentiaire, moi en octobre 2012, j'arrive dans cet établissement après avoir été dans un centre hospitalier, donc médicaux, tout ce qui était médecine, chirurgie obstétrique et de la radiothérapie. Je suis arrivé en psychiatrie. Donc ça m'a changé donc, au niveau de mon métier. Et je suis émerveillé dès le premier jour quand j'arrive dans cet établissement hospitalier sur une superficie de 30 hectares, où je retrouve donc un parc arboré, verdoyant, fleuri, bref, que du bonheur. Donc j'imagine des jardins qui soignent,
comment faire oublier à nos petits malades le statut de patient hospitalisé? Qu'est-ce que l'hospitalité, l'accueil, la prise en charge d'un patient en psychiatrie? Donc en 2013, donc je suis arrivé fin 2012, en 2013, j'ai pu donc visiter toutes les unités de soins de cet établissement. Et pour moi, l'hôpital, il n'y a pas que l'infirmière, il y a donc une centaine de métiers, en passant par les administratifs, les techniques et les jardiniers. Bref, je suis allé au-devant des jardiniers et rencontré le temps passé au niveau des jardins, des espaces verts, de la tombe, de la taille des arbustes, et je leur ai proposé donc un travail sur les jardins qui soignent, le jardin guérisseur. Et à ce moment-là, je me suis renseigné, j'ai travaillé sur la bibliographie, et quelle chance que j'avais donc près de chez moi, Anne et Jean-Paul Rive, avec l'association Belle Plante que j'ai contactée à Maule. Je crois qu'Isabelle aussi était là à l'époque, pour travailler, justement faire une réunion avec l'ensemble du personnel soignant, jardiner avec ceux qui souffrent psychologiquement, la biophilie, la théophilie à Théophile Roussel. Donc on a monté un groupe de travail, et on avait pris contact aussi avec Dominique Marbeuf au centre hospitalier Georges Mazurel de La Roche-sur-Yon. Beaucoup de monde à ces réunions. Les groupes de travail se sont multipliés pour travailler sur les petits jardins en pédopsychiatrie, comme des jardins sur la psychiatrie adulte, et aussi des jardins sur nos unités extérieures telles que sur elles. Donc, dans ces jardins, on trouve des tomates, framboisiers, des fraisiers, romarins, du thym, etc. On a publié des articles sur le journal interne de l'hôpital et un questionnaire sur le recensement des jardins, les existants, leur utilisation, qui les fréquente, qui les anime. J'ai retrouvé quelques articles sur de la fourche à la fourchette et des projets sur de nombreuses unités. En 2014, donc, je fais connaissance de la Fondation Georges Truffaut, car à l'époque, je cherchais aussi des moyens financiers pour nourrir ces jardins. Donc, je fais la connaissance de Daniel Joseph, de la Fondation Georges Truffaut, et de Jean-François Denise, qui nous ont soutenus pendant au moins 2 ans. Et quand en 2015-2016 est arrivé le concours d'avenir de la Fondation Georges Truffaut, et à ce moment-là, 2 jeunes étudiants au BTS, au lycée horticole de Saint-Germain, ont pris contact avec nous pour monter 2 projets, un en pédopsychiatrie et un autre en psychiatrie générale. Donc, on a travaillé pendant plus d'1 an sur ces projets avec donc, ces 2 étudiants. Et au concours d'avenir, quand ces projets ont été présentés, ils ont été classés premier et deuxième au niveau du concours. Et on a bénéficié donc de l'aide de chez Truffaut, de la Fondation Truffaut pendant quelques années. En 2017, nous participons à une exposition du Grand Palais, c'était l'art du jardin. Et à la fin de cette exposition, pareil, la Fondation Truffaut nous offre 2 camions de 20 tonnes de fleurs qui agrémentaient ce salon. Donc, tout le personnel donc, déchargeait ces camions et toutes ces fleurs, ces plantes ont pu agrémenter tous les jardins du centre hospitalier. Ensuite, le symposium international, donc Jardin et Santé, novembre 2017, où je fais des rencontres et des échanges avec des professionnels de santé, de l'environnement, des jardins. Donc, je retrouve Isabelle, Sébastien, Hervé, Servane, Florence, Tamara, France, Emmanuel, Nicole. Et à la fin de ce symposium, on s'est retrouvés, je crois, dans un petit café pour essayer de regrouper, de partager un petit peu nos passions, nos idées, essayer de travailler ensemble et de plus travailler chacun dans son coin pour travailler sur ces jardins thérapeutiques. Et en 2018, donc, le Théophile Roussel intervient à cette époque-là au congrès de l'encéphale à la Porte-Maillot sur la thématique « La médiation, un outil thérapeutique dans le soin en santé mentale ». Donc avec Marion, qui est ergothérapeute, Hélène, éducatrice, moi-même, docteur Corvès, nous proposons une grille d'évaluation et des cas cliniques. Donc on mesure, il y a différentes mesures au niveau du comportement, le relationnel, les émotions, l'humeur, le cognitif. Et à partir de toutes ces données, on essaie d'en construire des graphes, des diagrammes de l'air en toile d'araignée et des études de patients. Et donc là, on a présenté tous ces cas et nous avons voulu travailler sur un travail de recherche en soins sur cette grille d'évaluation. Mais ce travail était en suspens, mais j'espère beaucoup le reprendre prochainement. Une semaine après, donc, Théophile Roussel reçoit dans ses locaux une trentaine de professionnels investis dans le domaine. Donc, c'était la création et la naissance de la Fédération française Jardin, Nature et Santé,
ces statuts ont été déposés en avril 2018, si je ne me trompe pas. Et en 2019, donc on a eu pas mal de stagiaires sur tout ce qui est jardin, les jardins thérapeutiques, dont l'arrivée de Jérôme Roussel, qui venait après un stage, je crois, au château de Saint-Germain-en-Laye. Il est venu à Théophile Roussel faire un stage qu'on a recruté par la suite donc, comme jardinier médiateur. Donc, voilà, avec l'arrivée de Jérôme. Et l'arrivée aussi de Dr Corvèche en 2014, qui a voulu un petit peu innover et révolutionner la psychiatrie. Voilà, merci. Merci beaucoup Didier. En fait, tu as effectivement résumé un petit peu l'historique depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour parler un peu de ces racines de ce que vous faites aujourd'hui dans le jardin des tisanes et les autres jardins de l'hôpital. Donc, merci beaucoup. Jérôme, tu vas aussi avoir voilà, à peu près 10 minutes pour nous expliquer peut-être dans un premier temps ton parcours et puis tes missions actuellement et comment s'organise cette activité. Donc, Jérôme, tu nous entends bien? Voilà. Donc, est-ce que tu peux commencer un peu par ton parcours, s'il te plaît? Alors, bon, je ne vais pas remonter au 19e siècle, mais voilà, mon parcours, c'est celui d'une reconversion déjà, pour commencer. J'ai travaillé pendant un peu plus de 25 ans dans la communication, et essentiellement dans la communication écrite et l'édition. Voilà, c'était un métier que j'aimais bien, notamment parce que ça me permettait d'appréhender pas mal d'univers, en fait autant d'univers et de problématiques que je rencontrais de clients. En revanche, au bout d'un moment, ça finit quand même par me paraître un peu désincarné, pas très concret, et puis surtout, c'était très à l'intérieur. Voilà. J'étais très enfermé. J'ai fini par quitter mon emploi en 2018. Voilà, sans avoir d'idée très arrêtée de ce que je voulais faire. Tout ce que je savais, c'est que je voulais quelque chose de plus concret. Ça faisait pas mal d'années que je pensais à un métier manuel, genre ébéniste, menuisier, des choses comme ça. J'avais même fait une formation au vitrail. Voilà, donc pas vraiment d'idée précise. J'ai fait un bilan de formation, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'à cette époque-là, en fait, ce que je le vivais de manière très positive. Et donc, j'adorais voilà, toutes les rencontres que je pouvais faire, le fait de sortir de l'univers dans lequel j'avais vécu, que je reniais pas, mais voilà, que j'étais très content de quitter. Et puis, voilà, petit à petit, parmi les différentes pistes, il y a eu l'idée d'un métier en relation avec la nature, donc ça restait encore un peu vague. Donc là, j'ai commencé à me tourner vers des centres de formation, et notamment vers l'école du Breuil. Et là, j'ai eu un flash, en fait. C'était en septembre 2018. Je me rends à un rendez-vous auprès du directeur de la formation pour adultes. Et puis, voilà, belle journée de septembre, belle lumière, le jardin de l'école du Breuil, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un très bel endroit. Et en allant à mon rendez-vous, je croise un groupe d'élèves en train de travailler sur un carré de terrain. Et en fait, là, j'ai eu un flash. Je me suis dit, bah, je ne sais pas ce que je veux faire, mais je sais que je veux être là. Je veux être dehors, je veux être dans la nature, je veux être dans le jardin. Et voilà, c'était une évidence tout d'un coup. Et en fait, une telle évidence, je n'en avais jamais connue durant tout mon parcours professionnel. Donc, voilà, j'ai questionné mon interlocuteur. Déjà, j'avais des interrogations sur l'opportunité de faire une reconversion dans les métiers du jardin à 50 ans passés. Je n'étais pas très sûr que ce soit faisable. Et puis, voilà, j'ai été totalement rassuré sur ce plan. Et ensuite, ben, à partir de là, j'ai fait pas mal de rencontres de professionnels. J'ai fait des stages, comme Didier disait. J'ai fait un premier stage avec les jardiniers du château de Saint-Germain-en-Laye en novembre, voilà, presque début d'hiver. Il faisait froid, il y avait de la brume. Mais voilà, je me suis rendu compte que j'étais super content d'être là. Et donc, au fur et à mesure de ces rencontres, je me suis dit, OK, c'est bon.
Et j'ai décidé de m'inscrire pour passer un bac pro à l'école du Breuil pour devenir jardinier paysagiste. Mais donc ça ne démarrait la formation ne démarrait qu'en septembre 2019. Donc j'ai multiplié les rencontres, les essais, et puis voilà, je ne savais toujours pas précisément ce que je voulais faire. Et il se trouve qu'à côté de ça, comment dire, j'avais une histoire familiale qui faisait que j'étais amené à fréquenter des EHPAD très régulièrement. Et puis tout d'un coup, je commence à me dire, mais voilà, dans ces EHPAD, il y a souvent un jardin, et puis en fait, je ne vois jamais personne dedans. Et ça m'a paru bizarre. Je me suis dit, voilà, quand même, aller se promener au jardin, jardiner, c'est bon pour les fonctions motrices, c'est bon pour les fonctions cognitives, ça met dans un état de bien-être qui ne peut être que favorable à la bonne santé de chacun. Il doit y avoir des choses à faire. J'en étais là, hein, je n'avais vraiment pas du tout de connaissance de l'existence de l'ortithérapie. Donc, je commence à me renseigner un petit peu, je vais sur Internet. Assez rapidement, je piste la fédération. Et puis, je rencontre Didier. Et finalement, on tombe d'accord pour que je fasse un stage, comme il le disait. Donc, j'ai fait un stage au mois de juin 2019, donc, sachant qu'à ce moment-là, je n'avais toujours pas démarré à proprement parler ma formation à l'école du Breuil. Ce stage, ça a été pour moi un deuxième flash, quoi. C'est-à-dire que je m'occupais du jardin qui existait, le jardin des tisanes. Déjà, il a fallu que je le remette un peu en condition parce que l'équipe qui était sur place n'avait pas le temps de l'entretenir. Et donc, je passais beaucoup de temps, moi, à le remettre un peu en condition et à commencer à co-animer des ateliers, sachant que, effectivement, comme disait Didier, il y avait une ergothérapeute, il y avait une éducatrice qui, dans leur palette d'activités, proposaient des activités de jardinage. Donc, voilà, j'ai fait ce premier essai d'un mois, et j'ai trouvé ça vraiment super. Je m'en suis ouvert à Didier, j'avais fait un petit bilan de ce stage. Didier m'a proposé d'en faire état, de le présenter à la direction de l'hôpital, ce que j'ai fait. Et puis voilà, très naturellement, en fait, on m'a proposé de transformer l'essai en travaillant de manière pérenne. Et donc, j'ai démarré à proprement parler la collaboration en novembre, sachant qu'en parallèle, j'avais démarré mon année scolaire à l'école du Breuil. Voilà, donc ça fait maintenant un peu plus d'un an que je suis jardinier, médiateur, au pôle de psychiatrie générale. Tu vas peut-être nous expliquer un petit peu comment ça se passe, justement, quelles sont tes missions et comment tu t'intègres avec les équipes également. Oui, alors en fait, ma mission est double, hein. Je l'ai déjà un petit peu comment dire, défloré juste avant. C'est-à-dire que d'une part, je suis là pour entretenir le jardin, hein. C'est quand même un jardin de près de 350 mètres carrés. Donc voilà, il y a pas mal de massifs. Et ce n'est pas les jardiniers de l'hôpital qui ont, comme le disait Didier tout à l'heure, globalement une superficie de 30 hectares à gérer, qui peuvent s'occuper de ce jardin spécifiquement. Donc voilà, mon premier travail, c'est déjà de faire en sorte que ce jardin qui se veut un outil au service de la thérapie, eh bien que ce soit un outil en fonctionnement. Ça, c'est la première chose. Et puis, à côté de ça, j'anime des ateliers de jardinage. Donc, au départ, j'ai travaillé avec une unité et
et maintenant, je travaille avec deux unités médicales, toujours dans comment dire, avec des patients adultes. Voilà. Dans ces unités, je suis toujours accompagné d'un soignant, déjà parce que voilà, on est dans un hôpital psychiatrique, que moi-même je ne suis pas soignant. Donc non seulement je me suis formé au métier du jardinage et du paysagisme, mais je débarque un peu aussi par rapport au monde de la santé et de l'hôpital psychiatrique en particulier. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'au même moment où j'avais fait mon stage initial, j'ai tout de même fait un stage d'initiation à l'orthithérapie avec Stéphanie Persson, avec Anne Rib, donc à Maule, justement, qu'évoquait tout à l'heure Didier. Donc voilà, globalement, mes deux activités, c'est l'entretien et puis c'est l'animation des ateliers. D'accord. Et est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur l'organisation justement de ces ateliers? Comment ils se déroulent? Qu'est-ce qu'on y fait? Qui y vient? Avec quels autres soignants à côté de toi peut-être aussi? Alors déjà, je travaille 2 jours par semaine. Donc dans ces 2 jours par semaine, j'ai le temps que je consacre à l'entretien du jardin et j'ai le temps que je consacre aux ateliers. Et puis j'ai un troisième temps que je n'avais pas identifié au départ et qui en fait est essentiel, c'est que les ateliers, eh bien, ça se prépare et ça se prépare avec les soignants. Et donc, je commence ma journée en participant aux réunions de transmission des soignants. Donc, tous les matins, vers les 9h30, 10h, il y a une réunion qui permet que, globalement, l'équipe de nuit, alors Karina me corrigera si je suis trop approximatif, mais que l'équipe de nuit transmette un certain nombre d'informations à l'équipe de jour. Et donc, ça se passe de la manière suivante, c'est-à-dire qu'en fait, on fait le tour des patients pour globalement raconter l'état dans lequel il est, etc. Et pour moi, c'est très important parce que déjà, ça me permet de savoir qui est là, ça me permet de savoir quelles sont les pathologies des uns et des autres et de comprendre en quoi cela consiste. Qu'est-ce que ça implique? Parce que au départ, si on me parle de telle psychopathologie, moi, je suis totalement béotien. Donc voilà, il y a un gros travail de pédagogie de la part de Karina, de la part des équipes qui prennent le temps pendant ces réunions de m'expliquer un petit peu la situation de chacun. Donc ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est que participer à ces réunions, ça me permet aussi d'exister auprès des soignants. Voilà, les équipes sont pas toujours les mêmes, ne serait-ce que parce que sur le mois, il y a un roulement. Et donc, moi venant à date fixe tous les jeudis et vendredis, eh bien, je n'ai pas toujours les mêmes personnes en face de moi. Mais voilà, petit à petit, voilà, il a été identifié qu'il y avait un jardinier médiateur, que ce jardinier médiateur, ce n'était pas juste un jardinier dont on se demandait qu'est-ce qu'il venait faire dans le service, mais que c'était quelqu'un qui participait à la palette des activités thérapeutiques. Et donc, voilà, maintenant, quand j'arrive, je sais que qu'on s'attend à me voir arriver. Et qu'on s'attend à me voir arriver pour, en fin de réunion, identifier les patients qui vont participer à l'atelier du jour. Alors, cet atelier du jour, de deux choses l'une. Soit, et c'est le cas général, j'arrive en disant aujourd'hui j'ai prévu tel type d'activité. Et dans ce cas-là, on va voir un petit peu quels sont les patients qui sont en état aujourd'hui de participer à cette activité-là. Soit parfois, on va
prendre la démarche inverse, c'est-à-dire qu'il va y avoir tel patient pour lequel il apparaîtra important qu'il ait tel type d'activité, ne serait-ce déjà que d'avoir la possibilité de sortir, d'aller dans le jardin, de faire une marche dans le parc, une marche commentée, etc. Et dans ce cas-là, je vais adapter, moi, mon programme en fonction. Voilà, donc ça me permet enfin, ces réunions, de faire un retour sur la manière dont ces ateliers se sont passés. Encore une fois, je ne suis pas soignant. Je pense que c'est une situation qui est très intéressante pour les patients, d'une part, parce que passer un moment de leur journée avec un interlocuteur qui n'est pas un infirmier, qui n'est pas un aide-soignant, je pense que c'est voilà, ils ont un autre mode de relation. Ils sont presque déjà un petit peu dehors, ce qui leur arrive de faire par ailleurs. Mais ne pas être soignant, ça induit aussi un autre mode de relation avec les soignants. C'est-à-dire que tout d'un coup, pendant la réunion de transmission, je peux être conduit à faire une remarque candide, donner un point de vue pareil, toujours candide. Et au début, je marchais un peu sur des œufs et je me suis rendu compte que c'était très bien reçu, c'était très bien perçu. Donc voilà, je pense que cette position-là, elle est intéressante aussi de ce point de vue-là. Et donc, ce que je disais, c'est que après mon atelier, je reviens pour en fait rendre compte un petit peu de la manière dont ça s'est passé. En tout cas, du ressenti que j'en ai. Monsieur Untel a bien réagi, m'a fait part de sa satisfaction, a été très investi. Au contraire, Madame telle autre a pu avoir des difficultés comment dire, au niveau de la praxis, par exemple, pour certaines activités, ou des difficultés de concentration, ou moi-même, j'ai pu à un moment commettre un impair ou sentir que je disais quelque chose et que le patient pouvait réagir d'une manière à laquelle je ne m'étais pas attendu. Voilà, tout ça, c'est important pour moi de m'en rendre compte et d'en faire état, de le partager avec les équipes. Très bien. Très bien, merci Jérôme. Je pense qu'il y a déjà pas mal de questions qui se font jour là, donc sur lesquelles on reviendra, hein, puisque les personnes, ça a dégagé un certain nombre de points qui les intéressaient. Donc, je vais maintenant passer la parole à Dr Karina Corvest et on va aussi procéder avec plusieurs questions que nous avions à vous poser. Voilà. Quelle est la place pour vous des médiations dans l'organisation des soins psychiatriques que vous apportez à vos patients? Alors effectivement, les médiations thérapeutiques sont toutes indispensables dans la mesure où elles font tiers dans la relation soignant-soigné, là où la parole, justement, ne peut pas s'exprimer et n'a pas cette fonction de, de thérapie pour le patient. Dans les unités d'hospitalisation où intervient Jérôme Roussel, nous accueillons des patients qui sont en crise, donc qui sont particulièrement malades, qui souffrent de troubles psychiatriques sévères, avec notamment des difficultés à pouvoir s'ancrer dans la réalité. Les médiations thérapeutiques vont venir ancrer les patients dans le réel. Alors, ce qu'on ne perçoit pas là, c'est que les médiations thérapeutiques, il y en a plusieurs. Et je dirais que c'est très important de pouvoir proposer à tous les patients les soins dont il a besoin et non pas l'inverse.
Donc, nous avons, j'en profite pour parler et rendre hommage à Marion Gillet, qui est notre ergothérapeute, qui a beaucoup travaillé pour que tous ces projets se mettent en place d'orthithérapie. Nous avons Hélène Landrin également, qui est éducatrice spécialisée, et Sandrine Vautier, qui est éducatrice également, qui nous permettent de proposer tous ces soins à nos patients. Je disais qu'on proposait un certain nombre de médiations thérapeutiques, la socio-esthétique par exemple, la psychomotricité, etc. etc. Donc je reviens au jardin, excusez-moi si c'est un peu décousu, je ne suis pas en grande forme. Donc, alors, donc l'orthithérapie propose un espace médiatisé aux patients. Il fait tiers pour le patient, mais aussi pour le soignant. Donc, ça permet cette triangulation dans la relation thérapeutique qui est indispensable pour pouvoir penser ce qui se passe. L'objectif, je dirais, c'est pouvoir prendre conscience de ce qu'est le prendre soin. Puisque dans l'orthithérapie, le patient va prendre soin d'une plante, prendre soin du jardin et, du coup éprouver ce que c'est que le prendre soin dont on parle toute la journée, dans lequel il est un petit peu embarqué, souvent malgré lui en psychiatrie. Ça permet aux patients également de prendre conscience d'une temporalité que le patient va perdre quand il est hospitalisé, puisque tous les jours se ressemblent. On le sait, l'institution psychiatrique a tendance, fonctionne avec ses propres repères, avec ses propres règles, et tous les jours, finalement, il y a ces rituels, cette routine qui peut être assez écrasante, et la temporalité des saisons notamment, la temporalité de la croissance des plantes, ou le temps de la germination, tout ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement aidant pour que le patient puisse prendre du recul par rapport à la temporalité de sa propre histoire, de ses troubles, de son hospitalisation. D'autre part, l'orthithérapie, c'est vraiment une médiation thérapeutique qui est très complète, puisque elle sollicite le corps, la motricité. Elle sollicite également la sensorialité. On l'a vu, le Jardin des Tisanes est un projet donc qui permet d'une part de proposer des activités de jardinage au sens propre, mais également de pouvoir récolter un certain nombre de plantes, les faire sécher et ensuite les consommer au moment du rituel de la tisane qui a lieu le soir à 22h dans les unités d'hospitalisation. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas encore pu faire de recherche clinique sur l'impact de ce rituel sur les consommations psychotropes, mais ça pourrait être particulièrement intéressant de faire ce type de recherche, parce que je suis persuadée que les tisanes ont des vertus et peuvent faciliter l'endormissement et contribuer à réduire l'utilisation notamment des hypnotiques dans nos unités d'hospitalisation. Il y a également toute la question du dedans et du dehors qu'on travaille beaucoup avec l'orthithérapie. Pour les patients, on le sait, en psychiatrie, on a des patients qui souffrent de troubles sévères et qui ressentent de fortes angoisses. Et ces angoisses sont notamment des angoisses du dehors,
des angoisses de l'autre en tant que mon semblable, mais inquiétant, l'autre qui finalement fait que nos patients sont en rupture sociale, rupture du lien social. Et donc, à la fois en allant vers le dehors, en appréhendant cet espace afin qu'il soit moins menaçant, il y a aussi la possibilité de travailler sur la relation à l'autre, dans ces petits groupes d'orthithérapie qui sont animés par le jardinier, jardinier médiateur, qui est une figure familière pour les patients et qui va permettre aussi de réduire cette peur de l'autre qu'on retrouve souvent chez les patients. Donc, c'est une activité qui est très importante. Donc, ça fait pas très longtemps que Jérôme Roussel est avec nous comme jardinier médiateur. C'est vraiment, il est repéré comme par les patients, par les équipes, comme proposant une activité qui a un impact très positif sur les patients. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Emmanuel Luton concernant les objectifs. Nous avions travaillé avec Hélène et Marion sur une grille d'évaluation. Alors effectivement, non pas que je sois obsédée par les indicateurs ou la qualité des soins, mais c'est important de pouvoir se fixer des objectifs. L'orthithérapie est une discipline qui est, comme la plupart des médiations thérapeutiques, qui n'est pas encore, qui fait pas l'objet de recherches poussées dans le champ de la clinique en psychiatrie. Et donc, on aimerait bien développer des outils d'évaluation qui nous permettraient de mieux fixer les objectifs pour pouvoir ensuite suivre l'évolution des patients et affiner un petit peu les indications et les modalités de suivi des patients dans les différents ateliers. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop brouillon. Non, effectivement, on a suivi un petit peu les points qu'on vous avait demandé d'aborder, effectivement, en finissant par l'évaluation, son intérêt et comment on pourrait s'y prendre. Il y a quelques exemples de recherche, celle notamment du Jardin des Mélisses au CHU de Saint-Étienne en psychiatrie qui pourrait aussi, qui va nous apporter, je pense, des pistes dans ce domaine-là. En tous les cas, c'est une de vos préoccupations également, de pouvoir mesurer les effets. Très bien, merci beaucoup et particulièrement à vous, parce que je crois que c'était une journée difficile aujourd'hui, donc vraiment merci d'être là et d'avoir pu contribuer. On avait tous envie de vous entendre aussi. Maintenant, il y a quelques questions sûrement que France va pouvoir nous faire entendre. Je te laisse la parole, France. Alors, oui, excusez-moi, je vais remettre ma caméra pour que vous me voyez, parce qu'il y a des... voilà. Alors, en effet, donc il y a des questions. Alors, je ne sais plus du coup dans quel ordre le faire, parce que peut-être pour libérer un petit peu le docteur, là, on pourrait peut-être déjà lui poser la question, comment voyez-vous la place des soignants aussi au jardin en compagnie ou avec le jardinier médiateur dans un but thérapeutique là, pour les patients. On sait bien sûr que c'est très difficile pour eux dans leur emploi du temps de libérer du temps pour ça, mais on a l'exemple quand même du Jardin des Mélisses à Saint-Étienne où eux, ils n'ont pas réussi à mettre en place un poste de jardinier médiateur pour l'instant et ce sont eux qui font les médiations au jardin 2 fois par semaine avec les patients et ils ont d'ailleurs un protocole de recherche infirmier là, qui est en train d'arriver à la fin de l'inclusion, donc c'est intéressant. Enfin voilà, c'est sûr que l'idéal serait de travailler en binôme, soignant, jardinier, thérapeute. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez donner un peu votre opinion là-dessus?
Alors, effectivement, comme le disait Jérôme Roussel, la difficulté pour les soignants, c'est qu'ils sont eux-mêmes pris dans un rythme institutionnel de par leur planning. Et on s'est rendu compte avec notamment Hélène et Marion, l'ergothérapeute et l'éducatrice, que alors ça pardonne pas, c'est-à-dire que le jardin, justement, on prend soin du jardin 365 jours par an. Il a besoin d'eau, il a besoin d'attention, au même titre que les patients d'ailleurs. C'est ce qui est très intéressant dans cette médiation. Et le jardin des tisanes, du coup, on n'arrivait pas trop, enfin les soignants, malgré leur bonne volonté, on n'arrivait pas à l'entretenir comme ils le nécessitaient. Donc, par contre, du côté des unités d'hospitalisation, là, les soignants assurent le suivi des patients. Donc, le fait d'avoir un jardinier médiateur, ça permet de concilier les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce jardinier qui prend soin du jardin 365 jours par an et il va travailler avec les soignants qui prennent soin 365 jours par an des patients. Et je dirais que ce qui est important, c'est vraiment ces temps d'échange. C'est pourquoi il est important que le jardinier médiateur participe au staff. Ça, c'est vraiment très important parce que on est là pour soigner des personnes. Il y a des indications, il y a des choses à savoir sur l'évolution du patient et les objectifs qu'on fixe là pour le coup, je dirais au fil de l'eau, puisque nous ne sommes pas comme les IME, les MAS, les femmes, foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisées, avec des personnes qui sont hébergées au long cours. Nos durées d'hospitalisation, c'est environ 45-50 jours. Donc, on voit bien que ça ne permet pas d'inscrire les patients dans une activité annuelle, par exemple. Donc, c'est pourquoi le jardinier médiateur s'adaptera aux besoins du patient et il est important qu'il puisse participer à ces staffs hebdomadaires. C'est très important qu'il y ait toujours un soignant lors de ces ateliers. Ça aussi, c'est très important parce que Jérôme Roussel, comme il le disait, n'est pas soignant et c'est très bien, c'est une richesse parce qu'il fait tiers. Et donc, c'est vraiment la complémentarité et ce travail partenarial de ces deux compétences qui va être extrêmement riche pour le patient. Oui, il y aurait une question à propos de ce poste de jardinier médiateur. Ça serait peut-être pour Didier cette question. Comment ça s'est fait cette création de poste de jardinier médiateur? Parce que finalement, je pense que ça intéresserait beaucoup de monde, en tout cas dans le milieu hospitalier. Comment faire pour y parvenir? Comment as-tu fait? Alors, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés comme directeur de soins pour créer ce poste parce que d'un côté, j'avais les infirmières qui souhaitaient un poste d'infirmière, de l'autre côté, les jardiniers qui voulaient un poste de jardinier. Et moi, quand j'ai créé cette fiche de poste, en discussion avec le DRH, le directeur général et l'ARS, donc c'était créer un poste de jardinier médiateur qui soit rattaché à une direction des soins et non au service des techniques des espaces verts. Donc Jérôme est rattaché directement à la direction des soins au niveau des cadres de santé et du personnel soignant. Donc ça, c'était pour ma part très important de le faire reconnaître comme un travail au niveau des soins. Donc Jérôme a été recruté en CDD quand il est arrivé, après son stage, donc en tant qu'agent hospitalier en CDD. Et au cours du temps, quand il a passé son bac pro, je l'ai fait passer au niveau du statut comme ouvrier qualifié. Et maintenant, il est comme ouvrier principal en CDI. Donc il a un contrat de durée indéterminée. Et il a fallu se battre pour faire reconnaître ce poste au sein de l'hôpital. Et maintenant, donc, on espère même, avec Jérôme,
d'obtenir un 20% de plus pour le passer à 60%, pour travailler un petit peu sur le parcours, tout ce qui est observation et les promenades dans l'hôpital, et beaucoup sur la faune et la flore. Bon, alors ça, c'est intéressant, ça répond à plusieurs questions là, qui se présentaient. Qu'est-ce qui fait le reste de la semaine? Bon, de toute façon, peut-être que… Donc, voilà, il passera peut-être à 60%. Sinon, Jérôme peut peut-être répondre, puisque actuellement, il travaille 2 jours par semaine à Théophile Roussel. Est-ce qu'il a une autre activité en dehors de cette activité-là? Oui, alors en dehors de cette activité-là, déjà, je continue à me former. Toujours à l'école du Breuil, j'y ai pris goût et donc je suis actuellement une formation sur la biodiversité faune et flore en milieu urbain, et c'est aussi ce qui m'a donné l'envie à moi, en même temps que la demande apparaissait du côté de certains soignants et des patients, de travailler sur cette autre médiation que peuvent être les promenades écologiques, puisqu'on a la chance extraordinaire d'avoir à Théophile Roussel un très beau parc grand avec des ambiances variées. Voilà, il y a de quoi découvrir, il y a de quoi parler des saisons, de quoi parler des insectes, des animaux, etc. Donc ça, c'est une première chose, c'est que donc je continue à me former. Et à côté de ça, si j'ai suivi une formation de jardinier paysagiste, c'est aussi pour développer une activité, pas forcément dans le domaine de la médiation thérapeutique. Et donc, une fois mon bac en poche, hein, ce qui n'a que 2-3 mois, j'ai démarré une activité à la fois d'entretien d'espaces verts et de conception de jardins, soit privés, soit de jardins thérapeutiques. Puisqu'en fait, voilà, il y a des connexions, des amitiés qui conduisent à des collaborations. Voilà, donc j'en suis un petit peu là pour le moment. Donc, alors, il y aurait une autre question aussi. Est-ce que vous envisagez à Théophile Roussel de faire des petits avec ça? C'est-à-dire, est-ce que vous envisagez des interventions pour les services, la pédopsie? Est-ce que vous avez des interventions pour l'hôpital de jour? Est-ce que vous avez pensé aussi à des interventions peut-être plus spécifiquement dirigées vers les soignants? Un espace de jardin thérapeutique spécifique aux soignants, récupération du burn-out, enfin toutes ces choses-là. Didier, je ne sais pas moi. C'est Carina à répondre. Alors, effectivement, hein, ça ouvre un certain nombre de possibles, je dirais, tout ça. Didier racontait un petit peu l'histoire de ce lieu, de ce site. C'est très important, hein, de pouvoir évoquer l'histoire d'un lieu, parce qu'on est là et je pense que l'activité hortithérapie permet aux personnes aussi de s'inscrire dans leur propre histoire à travers justement les sens, entre autres, ou des souvenirs d'enfance, ce genre de choses. Il y a plein de… donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quand je suis arrivée, moi, dans cette unité d'hospitalisation en intra-hospitalier, pour des patients qui souffrent de troubles sévères, beaucoup de patients souffrant de schizophrénie, il y avait des espaces verts qui étaient à l'abandon, et notamment un patio à l'intérieur d'une unité. Et j'ai rêvé, en fait, j'ai imaginé la vie dans cet espace. Je trouvais que c'était important de rendre cet espace vert vivant. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc, les humains et les rencontres
sont autant d'occasions, autant d'opportunités pour pouvoir être créatif et permettre à des projets de voir le jour. Donc nous, on est tourné vers les patients, vers le soin en psychiatrie, en santé mentale. Mais oui, je dirais, voilà, je pense que tout est possible. Voilà. Moi, je rajouterais, par rapport à Jérôme, quand il était stagiaire, il m'avait demandé justement de lui trouver un petit boulot, parce qu'à l'époque, il faisait ses études pour son bac pro en même temps, et son souhait, c'était d'avoir un 40%, donc c'était de travailler le jeudi et le vendredi. Donc ça, c'était à la demande de Jérôme. Et l'autre question par rapport au travail sur le burn-out et le burn-out, c'est qu'au niveau de l'hôpital, nous couvrons le 78 et le département des Hauts-de-Seine, sur lequel il y a les communes, donc Nanterre, Courbevoie, La Défense, qui sont dans notre secteur. Et dans le projet d'établissement, avec le directeur général, il y avait un projet de travailler sur le burn-out et l'épuisement par rapport à tous ces bureaux qu'il y avait sur Courbevoie et La Défense. Donc, c'était un projet d'établissement. Tu parles du burn-out, donc de personnes extérieures à l'établissement. Ouais. Parce qu'il y a aussi des études, comme on le sait, sur le burn-out des personnels soignants, en psychiatrie ou pas, hein, mais voilà, est-ce que vous ressentez, vous, un effet sur le personnel? Il y a le grand parc dont vous parlez, mais donc on a le parc, et puis pour le personnel, actuellement, on va donc pendant les mois à venir, même très très proche, créer un parcours sportif donc d'activité physique adaptée qui va être ouvert aux personnels, aux soignants, aux patients, et en dehors des horaires donc, de journée, il sera ouvert au personnel soignant. Donc en dehors de leurs horaires, ils pourront aussi pratiquer une activité sportive et de ce parcours de santé au sein de l'établissement. Oh, est-ce que tu vois d'autres questions défiler? Alors. Bon, donc il y a Emmanuel Coulon qui dit que l'intelligence de Didier, c'est d'avoir investi dans l'humain et pas dans les équipements bling-bling. Donc, bravo Didier. C'était un commentaire, ce n'était pas une question. Mais c'est toujours agréable à entendre. Merci. Je suis un peu noyée dans tous les commentaires. Je regarde aussi. Je pense qu'on a quand même fait pas mal de tours de la question. Hein. C'est ça, certaines questions ont eu leur réponse d'ailleurs entre-temps. Voilà, je crois que vraiment on a été... alors, le temps d'échange si important entre jardiniers et personnel de l'hôpital, ces temps d'échange sont-ils comptés dans les heures de travail? Bah oui, d'après ce qu'on a compris, tout ça, ça fait partie du travail. Oui, ça fait partie de ma journée. Je travaille pour le moment 2 jours par semaine, et dans ces 2 jours, il y a globalement la matinée qui est consacrée à cette réunion, et soit la fin de la matinée, soit l'après-midi, qui est consacrée à l'atelier. Donc vraiment, oui, ça fait partie de mon temps, enfin, ça fait partie de ma journée. Et moi, quand je vais rencontrer Jérôme l'après-midi, je fais mon petit tour. Et le groupe de soignants, de patients prennent leur petite tisane au moment des ateliers. N'est-ce pas, Jérôme? Oui, parce qu'en fait, tout à l'heure, je me suis rendu compte que je n'avais pas entièrement répondu à la question de savoir comment se passait la journée. Je me suis centré sur le temps d'échange avec les soignants. Mais bon, voilà, il y a forcément l'atelier lui-même. Et donc, ces activités, elles se passent en général dans le jardin, hein, donc, qui se trouve à l'extérieur du bâtiment, mais toujours à l'intérieur de l'unité fermée du pôle de psychiatrie générale. Donc, je commence par aller chercher les patients qui ont été identifiés, soit parce qu'on s'est dit que monsieur Untel, c'était pas mal pour lui aujourd'hui, soit qu'eux-mêmes ont fait part de leur souhait de participer à l'activité.
Donc, je vais les chercher, je vais chercher le soignant qui va m'accompagner. Et ensuite, nous nous rendons ensemble au jardin. Voilà, comme disait le docteur Corveste tout à l'heure, les patients peuvent être parfois les mêmes, parfois pas, puisqu'ils ne sont là que pour un temps donné. Donc, en général, il y a toujours, soit du côté du soignant, soit du côté des patients, des gens qui ne connaissent pas le jardin. Donc, je leur raconte un petit peu le jardin, je leur présente son organisation, son histoire. Je m'arrête en général sur 2-3 plantes qui me semblent intéressantes à ce moment-là. Parfois, il peut y avoir des patients qui en profitent pour dire, ben voilà, la semaine dernière ou il y a 2 mois, quand j'étais là lors d'un précédent séjour, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Et puis voilà, on arrive dans la partie où il y a les outils, les gants, tout le matériel. Là, on prend ce dont on a besoin et ensuite on va procéder à l'activité que je leur ai présentée en chemin. Cette activité, en général, elle dure 1 heure. Et je prévois toujours, à la fin de cette heure d'activité, un temps de pause avec les fameuses infusions du jardin, parce que s'il s'appelle le jardin des tisanes, c'est un peu pour qu'on en profite. Et donc, ce temps de pause, qui, là, je m'en souviens, à l'été dernier, peut vraiment s'étirer dans le temps, parce qu'on est vraiment content d'être à l'abri d'un platane pendant la canicule et de profiter du jardin et d'être un peu dans la contemplation après avoir fait l'activité. Voilà, on va parler de tout et de rien, on va parler de l'activité, on va parler des souvenirs, parfois je vais raconter des choses. Je me souviens, une fois, on avait fait une activité de cueillette de fleurs de marjolaine. Bon, ben voilà, j'avais prévu quelques vidéos, des chansons que j'avais trouvées sur la marjolaine, et puis on est parti là-dedans. Et puis ensuite, voilà, je les raccompagne dans l'unité. Ce que le docteur Corveste disait tout à l'heure par rapport aux soignants, comme je disais, c'est que je travaille pour 2 pôles différents et l'organisation est différente. Dans un premier pôle, il y a effectivement Marion, qui est ergothérapeute, et Hélène, l'éducatrice, qui sont en plein, elles, dans la médiation thérapeutique. Et donc, en général, c'est avec elles que je vais faire les activités. Et donc là, on va avoir un mode de fonctionnement vraiment en binôme, parce qu'elles ont fait les ateliers d'orthithérapie, des ateliers de jardinage avant que je n'arrive. Donc, elles sont vraiment dans la partie et elles sont à fond dans les médiations thérapeutiques. En revanche, pour l'autre unité, il n'y a pas pour le moment d'ergothérapeute. Donc là, je travaille à chaque fois avec un soignant, peut-être un aide-soignant, un infirmier, une infirmière, qui va faire l'activité avec moi 1 fois ou peut-être 2 fois. Et donc là, le fonctionnement va être radicalement différent. Ce n'est pas mieux ou moins bien, c'est vraiment différent. Et c'est ça pour moi qui est très intéressant aussi. C'est que ma position, elle est différente et la manière dont je dois travailler dans les 2 cas est également différente. Voilà, et le tout est plutôt enrichissant. Et, alors, je ne sais pas, il n'y a pas tellement de patients qui sont dans une unité puis qui ensuite vont tester la manière dont ça se passe dans l'autre. Hein, mais voilà, ça pourrait être intéressant d'avoir leur point de vue. Alors, il y a aussi des questions qui sont… Alors, il y a une revendication, comme quoi on parle beaucoup des personnes et qu'on ne parle pas des plantes. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu quel type de plantes il y a dans ce jardin? Oui, alors bon, il s'appelle le jardin des tisanes. Donc on a effectivement au départ essentiellement des plantes odorantes. On a de la sauge, on a de la mélisse, on a de la verveine, on a de la marjolaine, on a une collection de menthes. Voilà, donc ça, je dirais, c'est un peu du romarin à foison, du thym, voilà. Donc ça, c'est la base un petit peu de notre jardin.
mais voilà, il est agrémenté d'autres choses. Il y a quelques arbustes. On a un feijoa. Bon, il est tout seul, donc il ne donne pas de fruits. On a des olives, enfin un olivier qui lui donne pas mal d'olives. On a quelques petits arbustes fruitiers. On a du cassis. Dernièrement, on a planté un groseillier à maquereau. Enfin voilà, on a différentes plantes de cet ordre. Et puis, en fonction de la saison, on va se faire de la place pour planter des tomates, des courges. Donc là, c'est comment dire, l'occasion d'autres activités. On va se faire des ateliers de semis, de repiquage, et puis à un moment, on va repiquer in situ. Voilà, donc ce jardin, à la fois les massifs commencent à être bien densifiés, mais en même temps, il faut toujours avoir en tête de préserver de la place pour pouvoir y faire des nouvelles plantations. Et comme... Alors, il y a une autre question, excusez-moi, mais il y a une autre question aussi qui concerne quand il fait très mauvais, et parce que parfois, quand il fait juste un peu mauvais, on peut sortir quand même. Mais quand il fait vraiment très mauvais et que vous ne pouvez pas sortir au jardin, qu'est-ce que vous avez prévu comme activité? Est-ce que vous avez des activités à l'intérieur? Oui, mais vraiment en lien direct avec le jardin. Déjà, on a un espace à l'intérieur qui est un espace intérieur, mais n'est pas l'intérieur du service. Donc ça, voilà, ça permet quand même, quelles que soient les conditions, de toujours sortir du service. Donc cet espace, c'est là où je range mes outils, mais on a aussi quelques tables, des chaises, et on peut y faire des activités. Les activités, ça peut être, après les récoltes, ça peut être de placer les feuilles de sauge, de verveine, de marjolaine, de les récolter pour les mettre en bocal une fois qu'on les a fait sécher. Donc voilà, déjà la récolte, le séchage, la mise en bocaux, c'est déjà autant d'activités qu'on peut faire à l'intérieur. On a d'autres activités. En fait, j'en ai une que j'ai gardée sous le coude, mais que je n'ai pas encore mise à exécution, qui est un travail autour de la pomme, voilà, par le biais d'une exposition qu'un de mes amis avait réalisée, et voilà, qui peut permettre un travail, je dirais plus là, de culture, d'échange, de culture générale autour de la pomme, son histoire, sa structure, etc. J'allais intervenir, Isabelle. Moi, je voulais souligner aussi que ce qui est très important, c'est que tout le personnel qui fréquente et qui pratique cette activité, donc au niveau du jardin, ils ont tous été formés. Donc ça, c'est très important. Donc depuis 2017, on a eu 8 personnes formées à Chaumont-sur-Loire. Donc avec Hervé. Donc moi-même en 2017. C'est important de le souligner, tu as raison. La formation est très importante. Mhm. Même le docteur Corvet s'était inscrit en 2018, mais elle n'a pas pu y aller. Oui, effectivement, c'est important, la formation, ça a été évoqué d'ailleurs dans les questions. Très bien. France, est-ce que tu vois d'autres questions toujours en suspens? J'ai quand même un œil sur la pendule et il est 21h15, donc je ne sais pas, peut-être un certain nombre de gens nous ont quittés déjà, mais beaucoup sont encore là. Je pense qu'on a fait le tour quand même. Voilà, Hein. je pense qu'on a répondu à la plupart des questions qui étaient posées, les nombreuses questions. Si personne n'a plus d'autres questions, comme l'autre fois, ceux qui veulent rester discuter un peu peuvent continuer à le faire, mais on voudrait aussi peut-être que nos invités, s'ils ont besoin de reprendre leur liberté, puissent le faire et aller se reposer après une longue journée.
Voilà, je vous propose voilà, de clôturer officiellement la table ronde maintenant et je remercie encore vous quatre, vraiment sincèrement de vous être joints à nous et d'avoir apporté vos expériences très diverses. Vous parliez du champ des possibles tout à l'heure, Dr. Covert. Je pense que c'est voilà, l'idée de nos tables rondes aussi, c'est de montrer le champ des possibles avec des exemples très variés et qui peuvent faire écho et donner aussi de l'inspiration. Je vois des commentaires sur des gens qui se sentent inspirés par vos exemples. Donc c'est l'idée aussi. Donc merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Et voilà, bon jardinage peut-être sous la neige demain matin, mais bonne continuation. Et voilà, pour ceux qui ont envie de rester, vous pouvez encore rester un moment. On ne va pas clore la table ronde, mais en tous les cas, officiellement, on va s'arrêter là.